Cher Stéphane. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir pour parler aujourd'hui de votre nouveau roman intitulé L'Avenir, publié aux éditions du Seuil. Un roman d'une très grande originalité, comme vous allez le voir, on va en parler. Mais avant d'en parler, si vous le voulez bien, je vais lire un petit extrait. D'abord, c'est la commissure des lèvres, du côté droit, qui semble prendre vie. Simultanément, une tache sombre apparaît sur la gauche de la bouche, s'élargit lentement, descend vers le menton, tandis qu'un troisième foyer de noirceur affecte l'œil droit. Autour de Li-Fang, des exclamations horrifiées s'élèvent en diverses langues, ainsi que des cris. Le petit homme est bousculé, mais il s'efforce de recadrer convenablement le drame. Une femme d'une 50aine d'années, on ne sait pourquoi, se glisse sous la barrière, peut-être pour voler au secours de la Joconde, mais elle est plaquée au sol par deux gardiens athlétiques qui n'ont pas encore compris ce qu'il se passe. Li-Fang tombe, se relève, recadre encore son idole, et l'on découvre que la plus grande partie du visage est détruite et réduite à une traînée noirâtre. La loggia où elle se tient se pulvérise à vue d'œil. Il ne reste plus, dans les 2/3 supérieurs du tableau, que le paysage énigmatique et convulsif que la plupart des spectateurs négligent ordinairement d'observer et qui a toujours semblé à Li-Fang la plus merveilleuse réussite de Vinci, réussite qui lui paraît d'ailleurs, et il sourit de plaisir chaque fois qu'il y pense, profondément chinoise. Car comme la plupart des passionnés de la Joconde, Li-Fang a fini par élaborer une interprétation personnelle. Depuis sa retraite, il a consacré une partie de son temps libre à visiter les musées de son pays pour y photographier tous les rouleaux des maîtres Ming du paysage, rêvant de trouver celui qui aurait pu inspirer à Léonard de Vinci cet étonnant paysage d'arrière-plan, écrivant également à tous les chercheurs du monde pour leur demander si d'aventure ils estimaient possible, sinon probable, que Vinci ait pu voir, rapporté par quelques voyageurs méconnus, des exemples de cet art, recevant de loin en loin une réponse ennuyée et polie, invariablement négative. Li-Fang, c'est le premier personnage que nous allons rencontrer dans ce livre. Comme on l'entend dans ce texte, c'est un amoureux de la Joconde, et amoureux au sens puissant du terme, c'est presque un amour physique. Il va y consacrer une partie de sa vie, une partie importante de sa vie. Il va la regarder vraiment. C'est un tableau que nous connaissons tous, mais que nous ne connaissons pas. Parce que justement, et il en sera aussi question dans le livre, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on le regarde vraiment, ce tableau, ou est-ce qu'on ne fait que l'entreapercevoir ? L'entreapercevoir parmi la foule qui se bouscule devant lui, l'entreapercevoir dans nos imaginaires, l'entreapercevoir sur des cartes postales, sur des goodies, comme on les appelle aujourd'hui, à la télévision, dans des livres. Bref, est-ce qu'on connaît vraiment la Joconde ? Ce livre, L'Avenir, qui nous raconte une forme de délitement du monde dans lequel on vit, une sorte d'apocalypse qui passe par l'art, c'est un livre qui nous interroge aussi sur la manière que nous avons de regarder le monde, Stéphane Guy. Assurément, oui. Qui peut se vanter d'avoir vu la Joconde ? Je ne sais pas. Et pour moi, la faire disparaître, puisqu'elle disparaît assez rapidement, c'était une façon de réfléchir à la question de savoir ce qu'on a vu. Qu'est-ce que c'était ? Il y a un chef opérateur, il y a un grand film soviétique qui s'appelle Soy Kuba de Mikhail Kalatozov. Et le chef-op de ce film, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, avant de faire des plans, et il tournait à Cuba, se bandait les yeux. Et au dernier moment, pour faire son plan, il ôtait son rousse, qui d'ailleurs lui lisait mal, mais parce qu'il voulait saisir une espèce de choc comme ça de révélation. Oui. Et donc il fallait faire disparaître le monde pour le faire apparaître. Et ça, c'est quand même... Alors la Joconde est le paradigme, ou l'archétype, ou l'image exemplaire de notre rapport à l'image. Et je me demande qui arrive devant la Joconde sans jamais avoir vu quelque chose
Voilà, donc c'est une image toujours déjà là, et comme elle est toujours déjà là, on ne la regarde pas. Enfin, voilà, c'est cette espèce de choses-là qui m'intéressent. Ce qui voudrait dire qu'à force de trop la voir, on ne la voit plus aussi. On a un Alors, regard dévoyé. Il y a des. Là je renvoie tout le monde aux analyses de Daniel Arras sur ce tableau. C'est un tableau magnifique en soi, mais il a été. Et là, il y a un autre livre d'André Chastel sur comment la Joconde est devenue cette icône-là. Et elle est devenue cette icône qu'elle est lorsque elle a été reproduite dans la presse. Donc c'est d'être, alors, est-ce que la reproduction technique des objets d'art en diminue l'aura? Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, elle a été diffusée parce qu'il y avait la presse, en fait, et le fameux vol de la Joconde de 1911, s'il devient célèbre, ce vol, c'est qu'on peut faire de la Joconde une gravure. Alors que si vous retournez à la même salle et que vous faites une gravure avec une os de canard, 60 cm², ben on voit rien. Alors que la Joconde, dans sa simplicité apparente, dans son apparente simplicité, elle est iconisable, enfin je ne sais pas comment dire, et donc, et c'est tardif, hein, on parlait tout à l'heure de notre rapport à la Joconde. Elle a un carré VIP depuis pas longtemps, en fait. Elle a son cordon VIP rouge, là. Il y a des gens assez vieux pour avoir vu la Joconde dans un décorum beaucoup moins soutenu. Et quand elle a été volée, alors moi j'adore cette anecdote, parce que elle a été volée par un employé de l'entreprise qui était chargé de vitrer les tableaux, parce qu'on commençait à attaquer les tableaux au Louvre. Et donc, il a bien été obligé de la sortir de son cadre elle était en salon carré, elle n'était pas dans la salle solennelle où elle est maintenant. Et donc, c'est en voulant la protéger qu'on l'a ouverte au vol. Donc, c'est bien. Mona Lisa, c'est le point de départ de cette histoire avec ce Chinois qui a déjà un certain âge, hein, au moment où je lis cette scène. Il est âgé, ça fait des années qu'il est obsédé par elle. On va aller à la rencontre aussi d'autres personnages. Il y a un conservateur, il y a un milliardaire collectionneur, il y a aussi un homme qui va courir après les œuvres qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, beaucoup plus tard, on en parlera, il y a une toute jeune fille, une haïtienne, qui va jouer un rôle très important. On n'en dira d'ailleurs pas tout, parce qu'il ne faudrait pas déflorer le livre, mais le point de départ de la Joconde, est-ce que c'est aussi le point de départ de votre imaginaire en tant qu'écrivain? Est-ce que votre idée de ce roman est partie de ce livre? Imaginez un monde où tout part à volo à partir de la disparition de la Joconde, parce qu'il n'y aura pas que la Joconde, évidemment, il va se passer d'autres choses ensuite. Quel a été le point de départ de votre inspiration? Le point de départ alors, il se trouve que j'enseigne à mes heures perdues, et gagnées, l'histoire de l'art, des choses comme ça. Bon. Et alors, la question que les jeunes gens se posent, avec beaucoup d'agacement d'ailleurs, mais pourquoi? Pourquoi elle, enfin, etc. Donc je me suis mis à réfléchir comme ça, et ils ont raison, ces jeunes gens. Pourquoi ce tableau? Donc mon point de départ était une réflexion, une méditation sur ce tableau-là. Et puis, moi, il y a une chose qui me bouleverse ou qui me porte dans les musées. Je crois que je ne suis jamais allé au musée seul, par exemple. J'ai associé le musée à l'amour, pour commencer. Et donc, je suis allé... Et donc, quand on est amoureux, qu'on va avec une femme au musée, on se retrouve à regarder des tableaux qui sont eux-mêmes des tableaux de femmes. Et derrière ces tableaux, enfin, dans ces tableaux de femmes, il y a un rapport assez mystérieux établi entre le nu et le paysage. Et alors là, ça ouvre des possibilités très très belles de réflexion, de méditation, parce que évidemment, la femme est peinte comme un paysage, ou le paysage est peint comme une femme, donc il y a une espèce de sensualité très particulière qui se met en place, et qui est pour moi comme une espèce d'écologie de l'art, à savoir que respecter... L'œuvre d'art est un mode de méditation sur la présence des femmes, la présence du paysage, la nécessité d'une sorte de rapport délicat et au paysage et aux femmes, et d'un rapport
peut-être contemplatif, étant entendu que la contemplation est un mode d'action, mais aussi d'un rapport non prédateur au paysage. Alors, là, en vous parlant, parce que je ne pense jamais à tout ça, évidemment, mais... non, vous écrivez. Bah oui, oui, oui. Il y a une réflexion que l'autre, quelque part, qui dit de toute façon, je ne pense pas, je ne suis pas doué pour ça, je préfère botter le train du langage. Alors, j'aime pas botter le train, quoi que ce soit, mais l'idée est là. Mais quand j'y pense, même mon premier roman était une réflexion sur la contemplation du corps féminin et des nuages, et que c'est toujours un peu cette idée que ces images, alors que ces images sont constitutives aussi du rapport, de notre rapport au monde. Et si le monde, je veux dire, si les forêts réelles brûlent, elles brûlent au même moment où notre rapport aux images des forêts dans la peinture se dégrade. Voilà. Je pense que c'est une idée que j'ai partagée avec Annie Lebrun, cette idée d'un rapport entre ces choses-là, quoi, que les forêts qui ont brûlé, voilà. Si l'Olympe brûle, où vont les dieux? Voilà, et l'Olympe a brûlé, donc, et puis tant d'autres choses. Donc, voilà, après j'arrive pas, je trouve que c'est un livre optimiste, comme tous les trucs de fin du monde, parce que... C'est une manière d'exorciser aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle, la fin du monde, parce que généralement ça se termine bien, les fins du monde, comme tous les amateurs de films catastrophes, ils savent que ça va mieux à la fin. Parce que, évidemment, je pense pas que la Joconde va tomber en poussière demain. Je pense qu'elle a disparu depuis longtemps, en fait, donc elle peut pas tomber en poussière maintenant. Mais c'est une façon, c'est comme une pierre de touche, voilà. C'est comme imaginer que le monde a disparu et être sensible au monde. Imaginez, voilà, ce sourire qui disparaît, c'est comme si, quand on vit un beau sourire, quelqu'un vous sourit, eh bien, d'une part, il faut être sensible au caractère éphémère de ça et chérir ce moment on n'ose plus citer le vieil adage latin carpe diem, parce que c'est sans n'importe quoi sur les t-shirts maintenant. Mais enfin, quand même, il faut saisir ce moment-là. Et en même temps, de l'autre main, si j'ose dire, comme dit Deleuze quelque part, le sourire qui est pris dans un tableau vous sourit toujours. Et donc, l'art et l'amour se répondent comme des modes de présence au monde. Et donc, réfléchir à la fin du monde, c'est réfléchir au contraire à son avenir. Pas à son futur, mais à son avenir. Et d'ailleurs, vous allez prendre le temps de parler d'elle, de l'imaginer, de la décrire, de parler aussi de toutes les extrapolations qui ont été faites autour d'elle, les légendes, il y en a beaucoup, hein, on a tout supposé d'elle. Et puis il y a aussi cette idée de cette femme dont on ne voit qu'une partie du corps, avec le mystère du reste de son corps aussi. Oui, c'est quelque chose qui fascinait Arras, mais qu'est-ce qui se passe sur le tableau? On peut faire plein de réponses. Mais fondamentalement, et c'est pour ça que c'est peut-être un tableau unique dans ce sens-là, c'est que je pense, que ça va être dit dans le roman d'une façon ou d'une autre, que l'origine du monde de Courbet, c'est l'autre moitié. Vous le dites. C'est le hors-champ du genre. Ce paysage derrière, d'ailleurs. Alors, c'est pas complètement délirant, hein, parce que Vinci associe, et il est le premier à le faire, la grotte et la matrice. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin absolument étonnant. Vinci est le premier à dessiner deux choses très curieuses. Une qui est un enfant dans une matrice, et d'autre part, il a fait en couple, c'est là Vinci quand même nous déconcerte, il a imaginé de représenter un rapport sexuel mais en couple. Donc on voit qui pense à des choses pareilles? Eh bien, réponse Léonard de Vinci. Et du coup, nous, maintenant, et vous aussi, voilà. C'est contagieux, c'est très bien. Mais que c'est très étonnant, quoi. C'est très... Et les théories, alors, voilà, je sais pas,
toutes les théories, moi je suis pas savant, donc je trouve que tous les gens qui font des théories sur la Joconde, c'est une façon de dialoguer avec la Joconde. De s'approprier. Oui, oui, alors il y en a qui sont pas très intéressantes, il me semble. Il y a des gens qui trouvent des extraterrestres dans le paysage derrière la Joconde, et grand bien leur face ici. Mais là, on voit les fans qui imaginent que peut-être les paysages sont inspirés de l'art chinois. Oui, mais ça, je trouve que... J'y pense souvent à ces pauvres Chinois qui viennent voir la Joconde. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Que voient les Chinois quand ils voient la Joconde ?» C'est pour ça que j'ai mis ça dans le roman, parce que un Chinois va être sensible à... C'est eux, paraît-il, hein, je n'ai pas étudié ça, moi, qui voient le mieux qu'il y a un paysage derrière. Parce qu'on peut faire l'expérience dans le grand public, qu'est-ce qu'il y a derrière la Joconde? Ou que voit chacun selon sa culture. Exactement. Parce qu'on regarde aussi quelque chose en fonction de son histoire, de sa culture, de sa propre histoire et de sa propre intimité. Et oui, absolument, et on se raconte des histoires par rapport à ça. Et ça fait partie, la légende, enfin vous disiez légende, mais on peut penser à la légende du tableau, n'est-ce pas, au cartel. Et ben ça fait partie de cette façon de... Voilà, aussi d'articuler le... Enfin, comment dire, il y a aussi cette question qui m'intéresse beaucoup de parler les tableaux. C'est un plaisir de parler les tableaux. Et de les envelopper de langage, et que le langage aussi, parce que vous parliez de rapport au monde tout à l'heure, ça n'a pas de sens pour moi d'écrire sans que ce soit un rapport au monde extérieur. On n'écrit pas... les styles ne sont pas fermés sur eux-mêmes pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de faire penser à autre chose. Et écrire, Hugo a dit, je suis un homme qui pense à autre chose. C'est formidable. Donc écrire, c'est ça. Ouais. Dire que chacun y projette son propre imaginaire, son histoire, sa culture, comme le fait Lifan, comme vont le faire d'autres personnages. On a cette scène où il y a cette femme qui se jette aussi dans une volonté d'attraper les poussières de la Mona Lisa. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire qu'est-ce qui disparaît avec la disparition d'une Joconde? Et ce ne sera pas que la Joconde, encore une fois, il va y avoir d'autres œuvres. C'est l'art figuratif qui va être touché par ce mal étrange. Est-ce que finalement, la disparition de ces tableaux, ça n'est pas la disparition du passé de chacun, de son histoire, de ses projections? Moi, le sentiment que j'ai eu en vous lisant, c'était que ce à quoi assistent les gens qui assistent à la disparition des tableaux, c'est à la disparition de leur propre histoire. Oui, absolument, certainement, et à la disparition, enfin, de leur rapport au corps. Il me semble qu'il y avait une corporéité. Moi, j'observe, enfin, je suis absolument pas, de toute façon, l'expression art contemporain est très étrange, mais je suis absolument pas un réactionnaire qui préfère l'art rétinien, par exemple, l'art classique à l'art moderne ou contemporain. Mais enfin, j'observe que pour beaucoup de gens, il y a une sorte de malaise devant des œuvres d'art qui ne permettraient pas une certaine sensorialité. Inversement, j'aime beaucoup les œuvres contemporaines qui nous lancent dans une espèce de corporéité. Donc, ce qui se perd avec ça, oui, c'est le rapport au corps. Et c'est ce qui me paraît le plus inquiétant dans notre époque. C'est une espèce de... Je reviens à Annie Lebrun, encore une fois, mais qui disait « pas d'idée sans corps, pas de corps sans idée ». Eh bien, j'ai l'impression qu'on assiste à des espèces de divorce très très grave entre les gens et leur propre corps, avec une domination de l'image médiasphérique, et de l'image qui est une image qui n'est plus référencée. Enfin, voilà. Ou pour le dire autrement, pendant longtemps, pour moi, pour vous, je pense, l'image, c'était ce dans quoi je n'étais pas, moi. Or, on vous voit venir. Oui, et puis, l'image était là, dans une espèce de matérialité, et j'ai vu apparaître, et vous aussi, bien sûr, une expression et un usage du verbe partager, transitif. Je vais vous partager une image.
ce qui est très étrange, n'est-ce pas, mais où l'image décolle complètement de son référent pour devenir une espèce de flux comme ça. Alors, c'est un régime d'image. Moi, il a ses beautés, il a ses inconvénients. Ouais, mais pour moi, il ne devrait pas se substituer aux régimes anciens, mais s'y ajouter, voilà. Et je subodore que nos jeunes gens, donc j'en vois beaucoup, moi, par mon métier, se trouvent dans une situation où leur rapport à leur propre corps est quand même problématique. Voilà. On a donc Li Fang qui est un pur, qui est un amoureux d'une certaine manière, en tout cas dans son rapport à l'art et plus particulièrement à la Joconde. Et on a son autre pendant qui est un certain Carlos Hernandez, qui lui est un milliardaire mexicain, qui va faire une collection complètement, me semble-t-il, improbable, tout ce qui a trait à la Joconde, des objets, Oui. Alors, il est aussi passionné par la Joconde elle-même, mais ça se traduit différemment. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Li Fang qui, lui, va essayer d'absorber avec ses yeux, et en filmant aussi, mais surtout avec ses yeux, cette image. Et il y a Carlos Hernandez qui, lui, va essayer de posséder la Joconde. De la posséder, Bah oui, lui, c'est un moderne, enfin, lui, ça m'est venu cette idée-là, tiens, par exemple, en visitant il n'y a pas si longtemps le nouveau magasin, qui est bien plus grand qu'avant, qui est à la sortie du musée Van Gogh. J'avais écrit un article dans un journal sur ce magasin, parce qu'on y trouvait absolument tout. Alors évidemment, des tapis de souris, des boucles d'oreilles. Et je m'étais dit, mais il y a une seule chose qu'il n'y a pas, c'est un sextoy Van Gogh. Là, on pourrait prendre du plaisir avec Van Gogh sans s'emmerder avec ces tableaux qui sont bien tristes, effectivement. Je me disais ça, voilà. Alors Hernandez, c'est un homme de son temps, et son temps... c'est de l'argent. Ouais. Il collectionne, oui... Mais bon, ça me trouble, ça, moi. Encore une fois, je ne suis pas en soi contre, par exemple, les reproductions électroniques des œuvres. J'ai vu une fois à Rome une exposition Van Gogh Hiroshige, le peintre des stampes japonaises. Et comme les gens ne pouvaient pas se faire prêter les œuvres, ils mettaient des versions haute définition du Van Gogh en face de Hiroshige. Eh bien, là, dans ce cas précis, et dans ces Van Gogh très... estampé, justement, c'était pas si mal que ça. Donc je me dis, en soi, que la reproduction de l'œuvre d'art, même la reproduction, voilà, ça me gêne pas. Mais évidemment, on est un peu effrayé de ce qu'on nous propose. Moi, j'ai vu, vous avez peut-être vu tous, au Louvre, l'exposition Mona Lisa, Vinci du Louvre, dans laquelle il y avait, alors évidemment, j'ai réservé ma place, j'y suis allé, moi, il y avait un casque réalité virtuelle et on pouvait se promener dans le paysage derrière comme un oiseau. Ça me paraît profondément une méconnaissance totale et c'est le Louvre qui fait ça. C'est quand même... Et tout ce truc immersif, quoi. C'est-à-dire que, voilà, l'image, c'est plus ce dans quoi je ne suis pas, mais précisément, c'est ce truc dans lequel je peux aller me promener à l'atelier des Lumières et me balader dans les Van Gogh, dans les Klimt, dans tout ça. Mais c'est des collections, enfin, c'est des rapports profondément négatifs à la sensualité des œuvres, quoi, je trouve. Et mon Hernandez, là, il collectionne des fétiches. C'est une collection de l'absence, alors que l'autre est dans la présence. Et la présence, quoi qu'on en dise, c'est quand même quelque chose de... Enfin voilà, mais on est en train de muter, là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est pas totalement... qui est terrifiant d'un côté, mais en même temps intéressant de l'autre. Un Anglais ou un Américain dont j'ai oublié le nom, a une société qui reproduit des tableaux. Ils viennent remettre les Noces de Cana dans le réfectoire d'origine. Pourquoi pas? Après tout, nous, on l'a bien volé. En le déchirant en 13 bandes. Alors, on a déchiré les Noces de Cana, on a mis ça sur une charrette et
Donc on refait, alors je ne sais pas, c'est pas, ce que je veux dire, je ne suis pas contre la technique en soi. Je dis qu'il y a des usages de la technique qui sont déments, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je crois que on vit cette chose-là, et moi j'y participe aussi évidemment, on est dans l'ère de la reproduction. Comme disait méchamment Godard, quand vous regardez un film à la télévision, vous regardez la reproduction d'un film. Vous n'avez pas vu le film. D'accord, Jean-Luc. Et en même temps, bon, il a raison, et en même temps, si quelque chose vaut, même sur mon pauvre vidéoprojecteur, j'ai quand même quelque chose de l'œuvre originale, enfin voilà. Mais cette société qui prétendrait qu'on puisse se passer du corps, qu'on puisse être transhumain, transmachin, transbidule, me paraît terrifiante. Il y a un personnage très particulier dans ce livre qui est Ismaël Akerman. Même son prénom est particulier. Quel est son rôle? Qui est-il? Je pense qu'il représente comme la mauvaise conscience de notre rapport à l'image, puisqu'il va chercher, il est spécialisé dans la recherche des tableaux disparus. Alors, ça ouvre un autre débat aussi, qui est que, évidemment, contrairement à ce qu'on aimerait penser peut-être, les œuvres d'art ne sont pas du tout éternelles, qu'elles n'arrêtent pas de changer, parce que nous n'arrêtons pas de changer, que notre rapport aux œuvres n'arrête pas de changer, qu'on n'a jamais vu la Joconde. Enfin, il y a l'exemple classique, hein, Vasari, dans Les Vies des peintres, décrit la Joconde, qu'il n'a pas vue, mais il connaît des gens qui l'ont vue. Et il la décrit comme la fille la plus fraîche et la plus rose de toute la Renaissance. Or, moi, j'ai beau être de bonne composition, je vois chez la Joconde un être fondamentalement jaunâtre. Voilà. On dirait qu'elle sort de... Quelqu'un dit, un critique a dit, on dirait une divinité sous-marine qui émerge des flots. Effectivement, sauf que, évidemment, alors je ne peux pas le rater, hein, je peux pas... Et Akerman introduit, parce qu'il est juif, je pense aussi, parce qu'il est pris dans cette histoire juive, il a introduit l'idée d'une temporalité des œuvres, et je pense aussi, il y a 2-3 personnages dans le roman comme ça, qui à un moment se retrouvent avec un tableau dans les mains, une œuvre dans les mains, dans une lumière incertaine, dans une pénombre, et que peut-être il s'approche de ce que fut le regard qu'on a eu sur les œuvres. On oublie par exemple que la plupart des choses qui sont accrochées sur des murs au Louvre n'étaient pas faites pour être accrochées sur quelque mur que ce soit, ni vues avec des LED, bien entendu, ni avec des ampoules de 100 watts, et que donc déjà... Voilà. Et que le tableau, par exemple, un tableau comme la Joconde était un tableau qui était destiné où les tableaux de piété ou de dévotion, on les rangeait dans une boîte, dans une armoire, et de temps en temps on les sortait. Alors aller faire ça au Louvre, voilà. Comme on est 10 millions par an à y aller, on ne peut pas. Donc on a un autre rapport à ça. Et mes 2 personnages, Ismaël Akerman et puis la jeune femme dont vous parliez tout à l'heure, sont des gens qui ont vu l'image dans un rapport incertain. Et que peut-être dans cette espèce de clignotement, de fugacité du regard. Il y a un très beau texte de Jean-Christophe Bailly, il veut parler de notre rapport à l'animal, je ne sais pas si c'est dans le versant animal ou dans un autre, bref. Et comme exemple de rapport à l'animal, disons authentique pour aller vite, il est en voiture et une biche lui coupe la route. Et qui voit cette espèce d'éclair de vie et d'animalité passer dans ses phares. Et ça, c'est peut-être un rapport plus authentique, parce que plus fragile, à l'animal, que, disons, regarder un documentaire très verbeux sur Jacques Etienne. Pourquoi pas? À mon avis, tout ça se complète, mais mes 2 personnages les plus chers dans le roman sont des gens qui sauraient que regarder, c'est fragile. Et c'est un roman sur la fragilité de l'acte de voir, je suppose. Si vous le permettez, un extrait
Or, c'est ce jour-là, dans le ventre chaud et sombre de mon pays, en son centre géologique le plus archaïque, que j'ai pu porter pour la première fois de ma vie un regard véritablement innocent sur un tableau. Et je ne dis pas retrouver une innocence perdue, puisque mes souvenirs de ma première visite accompagnée du beau musée de Dresde me rappelaient régulièrement que l'admiration que je portais alors aux œuvres d'art, si vibrante qu'elle fût, était inepte et vague. Oui, la beauté surgit là, inopinément, dans une sorte d'effraction, en dehors de l'éclairage élaboré d'un musée, dans une pénombre intérieure semblable, en somme, à celle où le pieux commanditaire d'un tableau de dévotion du XVe siècle le démaillotait le soir, le posait sur une petite table, afin d'admirer simultanément l'habileté du peintre et la grandeur de son créateur. Je voulais lire cet extrait qui illustre votre propos, mais je voulais ajouter que peut-être que Ismaël et Prudence, donc la jeune fille, ont aussi un autre point commun, puisque vous parliez du rapport au corps. Ils ont un rapport à l'état charnel, chacun très particulier. Prudence par sa jeunesse et parce qu'elle va représenter dans cette histoire, parce qu'elle va représenter une forme de renaissance, sans en dire plus. Et Ismaël parce qu'il est, il vient d'une lignée qui a connu la disparition des corps. Vous disiez tout à l'heure, il est juif, il sait ce que c'est que disparaître, parce qu'il l'a connu d'une certaine manière dans sa chair, en tout cas dans sa lignée. Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là dans votre Oui. intention? Alors, intention, non, parce que, Oui. j'ai pas l'intention qu'on voilà, mais dans les faits, oui, je suis bien obligé de voir que la Vernichtung, quoi, l'anéantissement qu'ont subi les personnes qui se sont retrouvées dans des camps d'extermination, moi, je suis un enfant de ça, en un sens. Hein. Enfin, je suis né bien après ça, évidemment, mais oui, ça m'a les poussières, quoi. Et même dans mon premier roman, il y avait une idée qu'une partie des corps juifs passaient dans l'atmosphère, comme dans les nuages. Il faut penser qu'il y a ça. Que le nuage est à la fois la chose la plus aérienne et la plus lourde qui soit. Et oui, donc il est bien placé pour savoir ce qu'il en est de la disparition. Voilà. Et de l'urgence de garder, Oui, de capter ce oui. qui peut encore l'être, de le préserver, d'aller le chercher là où il est perdu. Hein. Oui, et je pense que Oui, je suis d'accord avec vous. C'est absolument ça. C'est absolument... La question de l'absence, ou de l'invisible, ou de la disparition revient dans vos livres. Parce que d'une certaine manière, même quand vous écrivez Fils unique, avec le frère de Rousseau, si je ne dis pas de bêtises, vous parlez de quelqu'un d'invisible, et j'ai l'impression que, consciemment ou inconsciemment, il y a une forme d'obsession de l'invisible. Oui, c'est drôle, parce qu'il y a 2 minutes, là, j'ai failli employer un mot qui, pourtant, relève pour beaucoup de gens du vocabulaire religieux, alors que je suis complètement, définitivement, désespérément, pour l'Église, athée. C'est le mot de piété. Il faudrait que je regarde un peu d'ailleurs d'un côté de ce mot-là, je ne connais même pas l'étymologie. Mais je pense qu'en tant que, c'est principalement en tant qu'athée, c'était en tant que de façon très aiguë, conscient de la finitude, que la question de la disparition, je la rencontrais pas du tout comme une question de l'au-delà ou de la... C'est une question vraiment presque élémentaire de l'existence. Voilà. Pour moi, c'est constitutif de l'expérience humaine, cette question de la disparition. Alors après, il y a des raisons aussi biographiques. Une partie de ma famille a été déportée, par exemple. Je ne crois pas avoir raconté où que ce soit. J'allais dire peu importe, au sens où d'ailleurs, ils avaient une position très particulière dans les camps. C'était des Polonais catholiques déportés pour des faits de droit commun, en fait. Hein. Donc je ne suis pas en train d'essayer de récupérer une
une histoire qui n'est pas la mienne. Mais précisément cette position-là, qui a marqué mon enfance. Je suis allé en vacances en Pologne. Tiens, je suis allé en vacances en Pologne à une époque où il n'y avait pas de touristes à Auschwitz. Il n'y avait pas de car. On ne vendait pas de souvenirs. Car on a des souvenirs. On ne faisait pas de selfies. Enfin, bon, bref, c'était une autre époque, quoi. Car on fait des selfies. À Auschwitz. Moi, je me rappelle une photo que le Nouvel Obs avait publiée dans les années 90 où je me suis dit, oula, où il y avait une japonaise, la malheureuse, qui faisait ça devant Arbeit macht frei. Normal. Enfin, mais je les ai revus 10 ans plus tard faire ça devant des Bouddhas. Ils font des selfies devant les Bouddhas. Et il fallait penser à faire un selfie devant un Bouddha. Quand on connaît un peu l'histoire de Bouddha. C'est un peu antinomique. What the hell? Et donc, cette question de la disparition, oui, vous avez raison qu'elle me hante, mais elle me hante pas du tout, pas simplement tragique, je trouve que c'est une... Elle vous habite. Oui. Je vis avec, jusqu'à ma disparition. Et Prudence, ce prénom, alors je parlais du prénom d'Ismaël, qui est pas mal aussi dans le genre, mais Prudence, c'est aussi pas mal. Cette petite haïtienne, orpheline, qui va jouer, je le disais, un rôle très important. Elle symbolise, me semble-t-il, la Renaissance, mais à travers la douleur, à travers les épreuves. Comment est-elle apparue et pourquoi haïtienne? Ah, c'est compliqué. Je suis sensible à Haïti, parce qu'Haïti est au fond une terre extrêmement déshéritée, ça c'est le moins qu'on puisse dire, qui en fait est déshéritée par une certaine mondialité. En fait, c'est pas du tout un conflit local. Haïti c'est nous, Haïti c'est bon. Voilà. Il y a ça. Il y a la question du bidonville qui m'a toujours. J'ai déjà écrit sur des bidonvilles, mais pour un autre pays qui est le Kenya, qui est cette espèce de pauvreté assez je sais pas, je suis très sensible à ça pour des raisons un peu mystérieuses. Et je sais pas en fait. Mais je suis content. Enfin, je veux dire, je suis content de pas savoir. Je dirais un truc bizarre, mais ce livre m'étonne un peu. Ça m'étonne que j'ai fait ça. Mais je trouve ça intéressant. Mais pour l'anecdote amusante, c'est que je vais vous dire pourquoi il m'a étonné. C'est qu'en fait, à un moment, je l'avais presque fini et j'ai perdu le manuscrit. Complètement. Et j'avais pas de copie. Et j'avais pas de sauvegarde. Du truc banal de l'abruti boomer qui fait pas de sauvegarde. Enfin, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai refait très très vite. Parce que j'avais une échéance du CNL. Enfin, c'est pas idiot cette histoire. Mais... Donc j'ai été obligé de les réécrire plus vite que je ne pouvais j'avais pas le temps. Or, cette façon de... Or, moi, j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, j'ai commencé à écrire tard, et j'étais toujours intimidé par l'écriture, parce que j'étais toujours angoissé par le nombre de personnes qui... Shakespeare, des gens comme ça, Flaubert qui se penchent par-dessus votre épaule pour voir ce que vous faites. J'étais ce genre de personne. Alors, on n'écrit pas dans ces conditions, évidemment. Donc j'ai mis du temps à plus m'occuper des gens qui regardent par-dessus mon épaule, qui ne sont pas là d'ailleurs. Et donc, pour moi, écrire, c'est toujours me prendre de vitesse. Voilà. Et donc, j'aime bien... Vous surprendre vous-même. Oui, mais inventer quelque chose. Et donc, cette image m'est venue de cette jeune femme qui porte un prénom, effectivement, très curieux, dont la mère porte un prénom très lourd aussi, qui est Suzanne, qui est un personnage menacé de viol dans l'histoire biblique. C'est ce personnage très intéressant... de Suzanne dans l'Ancien Testament. En fait. Oui, parce que le corps de Prudence est convoité. C'est un corps qui fait l'objet de toutes les attentions au sens large du terme. Son corps est convoité. J'y vais à petits pas, parce qu'encore une fois, je ne veux pas trop en dire, mais c'est un corps convoité, c'est un corps de jeune fille, c'est un corps à la peau noire aussi. J'imagine que ça aussi, c'est important. Oui, c'est important. C'est des singularités absolues. Donc voilà. Et puis c'est... Oui, c'est le corps de la jeune fille en tant que...
ce vieux fond, je dirais presque pédophile de la culture occidentale, je crois, sur les femmes. Moi, l'exemple qui me vient toujours pour expliquer ça, c'est que il y a une jeune femme florentine qui s'appelle Simonetta Vespucci et qui a été peinte par un certain nombre de gens et qui d'ailleurs sert quasiment de modèle à la Vénus de Botticelli, mais aussi à un très beau tableau de Piero di Cosimo qui représente... Alors tu dis, ouais, formidable, parce que Laurent Médicis s'amourage de cette femme, lui a écrit une quantité de poèmes, patati patata, et un jour tu te dis, mais au fait, quel âge a-t-elle ? Quel âge a cette personne qui fait l'unanimité chez les hommes de la raison? Et je crois qu'elle a 14 ans quand elle arrive en Florence, qu'elle est d'ailleurs mariée. Alors, je sais bien qu'il faut pondérer ça par l'époque dont nous parlons, certes, mais pour autant, et elle meurt à 26 ans d'ailleurs, hein, donc comme ça. Et donc, il y a ce fantasme qui traverse l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma, que le corps désirable, c'est le corps jeune, voire le corps quasiment post-pubère, disons. Et puis voilà, je ne dis pas ça contre Leonardo DiCaprio, mais enfin quand même, quoi. Ou n'importe quelle de ces personnes, quoi. Et donc ça me paraît intéressant de penser à des corps... à ces corps-là et à des corps plus... Enfin voilà, il y a quelque chose là qui me... Et qu'en même temps, le sort de l'humanité dépend d'un corps comme celui-là. Oui, c'est l'ironie de la chose, parce que cette jeune femme, sa caractéristique, au fond, c'est d'être la dernière née dans une humanité qui va vers sa disparition, là encore. Voilà, et puis je suis très ému par les gens sans culture académique. Voilà. Je suis fasciné par la question, comment on pense, alors il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, c'est le contraire, hein, comment pense-t-on, comment se construit-on, comment avance-t-on quand on n'est pas riche culturellement, quand on n'a pas tout ça, toute cette espèce de matériel là, ça me paraît très très émouvant. Je vais faire un livre comme ça d'ailleurs. On en revient à la question de l'innocence du regard que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Alors l'innocence du regard, il y a deux. Enfin, je dis souvent à mes étudiants, ils me disent, je ne connais pas ce tableau. Je dis, oh la chance. Vous l'avez jamais vu? Non. Ah, encore mieux. Vous savez rien non plus. Très bien. Partons de là. Ça me gêne pas. Et il y a deux manières d'être innocent. Évidemment, il y a celle d'une innocence native qui est une pauvreté aussi. Il ne faut pas non plus idéaliser une espèce de spontanéisme comme ça d'un regard qui serait soi-disant transparent. Mais je pense que le paradoxe de la culture, c'est qu'il faut beaucoup savoir. Moi, j'adorais Arras pour ça. Il savait quand même un certain nombre de choses. Il a perdu une thèse d'ailleurs dans une bagnole. Histoire formidable. Il finit sa thèse, il la perd dans une Fiat 500, un truc comme ça. Une belle histoire italienne, je ne sais pas si c'est une Fiat 500, mais peu importe. Et donc il a dû, et je pense que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de sa vie, parce qu'en fait, il était obligé de réagir à cette espèce de... Il avait fait le boulot, quoi, culturel. Mais donc, je pense que il faut essayer de retrouver une fraîcheur du regard. Et sur la Joconde, c'est très frappant. Je pense qu'il faut énormément accumuler de savoir sur la Joconde pour commencer à la regarder. Mais que la somme des connaissances que nous accumulons n'est pas le regard. Il faut encore arriver, il faut retrouver le statut, il faut rendre à la Joconde son statut d'événement, ce que je trouve affreusement difficile à faire, et que dans une émission de radio mémorable, Arras a fait pour les gens sur France Culture. Je renvoie tout le monde à cette très belle émission, si vous ne la faites pas, c'est formidable, quoi. Mais il a cette capacité à traverser, voilà, cette espèce d'odyssée de la culture, où vous revenez à Ithaque avec tout le passé, avec tout le vécu, mais aussi avec une espèce d'innocence conquise, cette fois-ci. Voilà. Ce qui me fait penser, bien souvent, quand aujourd'hui on écrit un livre un peu dystopique ou post-apocalyptique ou qui raconte la fin du monde,
Ce qui préoccupe la plupart du temps, c'est la nature, c'est les catastrophes naturelles. Ça passe par là. C'est-à-dire une humanité qui, en maltraitant sa planète, irait à sa propre fin. Vous passez par l'art, par la culture, pour imaginer cette fin. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'imagine que... Vous voyez, non, ce qui m'a fait tiquer, vous avez dit dystopie, et je ne crois pas avoir fait une dystopie. Alors j'entends. Non, ce n'était pas le cas pour celui-là. Je vois bien l'idée. Je sais pas, vous voyez, je suis optimiste. Je suis optimiste et je me souviens, alors je suis pas helléniste, donc je vais dire des choses. Il semble que le mot utopie, on peut, au prix d'une fausse étymologie peut-être, mais peu importe, peut être rapporté d'une part, évidemment, comme tout le monde le pense, à un suffixe privatif, donc l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, ce qui est nulle part. Erewhon, Samuel Butler, Nowhere, voilà. Mais que par ailleurs, on peut y reconnaître autre chose qui serait, comme dans le mot eudémonisme, c'est-à-dire un lieu heureux. Voilà. La grecque que je suis vous confirme que c'est ce que ça veut dire. Voilà, mais je crois que c'est pas du tout ce que pense, par exemple, Samuel Butler, quand il refait un utopie en prenant le mot Nowhere à l'envers et écrivant ce roman qui s'appelle Erewhon. Je pense qu'il... Voilà. Et moi, oui, je pense que c'est une espèce de... Que l'art aussi est un lieu utopique dans ce sens-là. Non pas un lieu qui n'existe pas, mais qui précisément est là, le paradis est là. Et le bonheur est là. Vous disiez que ça reste un livre optimiste, parce que ça parle du délitement, mais ça n'est pas un livre catastrophiste. Et on pourrait presque dire que finalement, le sacrifice de l'art qui a lieu dans ce livre est peut-être l'ultime contribution de l'art à l'éveil justement de l'humanité, à la possibilité de s'éveiller, de comprendre et justement de changer notre rotation. Absolument. Et alors là, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je n'aime pas, je déteste Robinson Crusoe, comme tous les gens qui ont un peu de bon sens. Non, mais je veux dire quel ennui cet homme, mon Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive sur une île déserte et tout ce qu'il veut faire, c'est refaire le monde à l'identique. C'est quand même. Pourtant, il vient d'Angleterre protestante. C'est de la folie, quoi. Il saisit pas la chance de la fin du monde, quoi. Voilà. Et je me range. Dans le roman d'ailleurs, parce qu'on m'a contacté là-dessus récemment. Un des seuls livres que lise un de mes personnages, c'est Suzanne et le Pacifique, qui est une robinsonnade féminine de Giraudoux, et qui est une sorte de robinsonnade heureuse. Alors, pour autant qu'on puisse être heureux ou joyeux, je pense que c'est un livre joyeux dans ce sens-là, parce qu'en tant que... Oui, enfin, ça célèbre la jouissance de l'œuvre d'art, par exemple. Et quand bien même elle disparaîtrait, eh bien, par exemple, moi, si on me dit le cinéma va disparaître, la peinture figurative va disparaître, en soi, je me dis, ce qui est essentiel là-dedans va repasser ailleurs. Donc, je suis pas du tout ni pessimiste ni nostalgique de quoi que ce soit. Voilà. Je vais lire un dernier extrait, si vous le permettez, Stéphane. Depuis toujours, et bien avant le temps des musées, bien avant celui des rois en leur palais, bien avant même les parois rocheuses abritées de la pluie et du vent, l'espèce humaine s'était donné la joie des images et, à force, elle avait fini par croire que cela durerait indéfiniment. Elle s'était également persuadée que les images lui appartenaient, que c'était elle qui les observait, qui leur donnait sens, qui veillait sur elles, et le simple et beau mot de regard recouvrait cet ensemble de faits et de gestes, surveillés, admirés, analysés, détaillés. Et l'espèce humaine avait raison, bien sûr, mais elle se trompait également. Ses statues, ses tableaux, ses dessins et ses estampes, ses fresques l'observaient, la protégeaient en retour. Avant les images, l'espèce humaine ne savait pas regarder,
ni les paysages, ni les femmes, ni les montagnes, ni les soleils levants, ni les oiseaux, ni les graminées, ni les enfants, ni les nuages, c'est-à-dire regarder vraiment le monde, non pas pour l'exploiter, non pas pour le penser, mais seulement pour entrevoir, dans l'éblouissement de la beauté, de merveilleuses énigmes. Et sans les artistes, sans les mages, sans les peintres, sans les poètes, l'immense majorité des êtres humains n'aurait pas su comment se tenir devant le monde, n'aurait pas su comment vivre, comment sentir, comment être, comment aimer. Et si ce qu'on appelait l'art, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui rendent le monde habitable, en venait à disparaître, qu'adviendrait-il de nous ? Chacun devinait que l'espèce humaine courait là un suprême danger, même ceux qui n'y comprenaient rien, qui ne savaient rien, même ceux-là pressentaient qu'il se jouait une catastrophe, particulièrement dans l'effacement des tableaux figurant des êtres humains nus, le plus souvent des femmes, dans la nature. Soit, en Occident, une vieille histoire, 2 corps nus devant un arbre, 2 corps nus dans un jardin, Adam, littéralement la terre, Ève, littéralement la vie, dans le jardin d'avant le bien et le mal, au milieu des plantes et des animaux, avant même toute religiosité, avant tout, la secrète et profonde alliance du paysage et du corps. J'aime beaucoup ce passage, Stéphane. Merci. Je le trouve beau parce qu'il me semble que, d'une certaine façon, il résume tout ce que nous venons de dire. Si tant est qu'il faille résumer un livre comme le vôtre, il faut le lire de bout en bout, parce que c'est aussi un peu une aventure. Il y a des rebondissements, il y a une forme d'intrigue qui se dévoile au fur et à mesure de pensée sur l'art, sur le monde, sur le regard que nous lui portons et sur le regard que porte aussi le monde sur nous. Un grand merci, Stéphane Hautguy, pour ce livre publié aux éditions du Seuil. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.